Pendant plusieurs mois en 2024, la sécheresse a provoqué une congestion importante du canal de Panama. La chaleur intense et l'absence de précipitations ont fait chuter le niveau d'eau à son point le plus bas. En conséquence, le Panama a autorisé moins de navires à passer, ce qui a déclenché une réaction en chaîne de retard, une augmentation des coûts de transport et des inquiétudes quant à l'avenir du canal. Il s'agit après tout d'une plaque tournante commerciale majeure. Cette perturbation a également eu un impact sur le transport maritime. 5% du commerce maritime mondial passe par le canal de Panama, qui est la porte d'entrée de 40% du fret conteneurisé à destination et en provenance des États-Unis. Mais je ne vais pas entrer dans les détails des problèmes du canal de Panama. Si ça vous intéresse, on a fait une vidéo à ce sujet, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les alternatives. Car oui, des alternatives au canal de Panama pourraient bien voir le jour avec l'appui de la Chine. Qu'est-ce que la Chine a à voir là-dedans? Eh bien, je vais tout vous dire autour d'une tasse de café. Mais d'abord, laissez-moi le préparer. Voici un rappel discret de faire une certaine chose sous la vidéo, et merci pour ce que vous savez. Bon, la première alternative est le corridor interocéanique au Mexique. Vous en avez sans doute entendu parler, et c'est pas pour rien. D'abord, parce que j'en ai déjà parlé. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un projet sans précédent qu'il est impossible d'ignorer. Le corridor se trouvera dans la partie la plus étroite du Mexique, entre les océans Pacifique et Atlantique, et il devrait avoir un impact significatif sur l'économie et le développement régional du pays. Le projet consiste en un tronçon de terre de 303 km de long qui reliera les ports de Salina Cruz à Oaxaca et de Coatzacoalcos à Veracruz. Ce tronçon comprendra 2 ports en eau profonde, des voies ferrées, des routes, 3 aéroports, un oléoduc et un réseau de fibre optique. Selon les experts, le projet permettra le transport de 1,4 million de conteneurs par an. Il pourrait même être plus économique et plus rapide que le canal de Panama. D'ailleurs, certaines parties du projet sont déjà opérationnelles, mais il devrait être achevé d'ici le premier semestre 2026. Pour être honnête, je n'ai évoqué le corridor au Mexique que par courtoisie. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est une autre alternative. Il s'agit du canal du Nicaragua, dont le coût est estimé à 38,5 milliards d'euros. Il est également censé relier les océans Atlantique et Pacifique, tout en mettant fin au chaos de la navigation et à la congestion du canal de Panama. En bref, c'est une alternative dont on a tous désespérément besoin. Le canal doit diviser le lac Nicaragua, le plus grand d'Amérique centrale, en 2. Depuis que l'idée du canal a été évoquée pour la première fois, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agira de l'un des plus grands projets de génie civil de l'histoire et que le canal de Panama aura l'air d'un nain à côté. D'une longueur de 270 km, il verra passer les porte-conteneurs et pétroliers qui ne peuvent pas emprunter le canal de Panama. En fait, l'idée de ce canal n'est pas nouvelle. Il y a longtemps, les Américains pensaient déjà à quelque chose de ce genre. Cette carte, datée de 1870, montre une idée de tracé d'un canal navigable reliant les océans. Cependant, après avoir acheté des actions françaises du canal de Panama au début du XXe siècle, les États-Unis ont décidé d'abandonner le projet de canal du Nicaragua, bien qu'ils aient obtenu des droits et mené des recherches. Finalement, le Congrès américain a décidé de construire le canal de Panama, mais beaucoup de choses ont changé depuis, et il est temps d'étudier à nouveau cette idée de canal du Nicaragua. De plus, ce dernier promet d'être 3 fois plus long et 2 fois plus profond que le canal de Panama. Il comportera 2 grands ports, un à chaque extrémité, des centrales hydroélectriques et de nombreux autres éléments. Bref, en résumé, il s'agira d'un projet d'ingénierie passionnant, énorme et complexe. Et il va coûter très cher. Selon certains, le montant pourrait atteindre 96 milliards d'euros. Attendez un peu, on parlait pas de la Chine? Je veux dire, quel est son rôle dans tout ça? Et quel est celui du Nicaragua? Le projet a fait les gros titres en 2013 après qu'un milliardaire chinois des télécommunications, Wang Jing, a conclu un accord avec le gouvernement nicaraguayen d'un montant de 48 milliards d'euros. La concession, un contrat de 50 ans pour la construction du canal, a été accordée à la société hongkongaise HK Nicaragua Canal Development Investment, détenue par Wang Jing. On verra plus tard pourquoi la Chine veut le canal, mais pour l'instant, voyons ce qui gagnera le Nicaragua.
Tout d'abord, selon le gouvernement du pays, le canal créera des dizaines de milliers d'emplois et il stimulera l'économie. C'est logique, c'est exactement ce qui s'est passé avec le canal de Panama. Selon le président Daniel Ortega, le canal devrait permettre au pays de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie du développement. Rappelons que le Nicaragua figure sur la liste des pays les plus pauvres du monde. Dans le classement 2024, Global Finance plaçait le pays à la 58e place dans la liste des pays les plus pauvres. Le PIB par habitant du Nicaragua était de 7 841 €. À titre de comparaison, les États-Unis se situent à la 182e place avec un PIB de 81 373 € par habitant et le Panama à la 142e place avec 42 698 € par habitant. Parmi les pays d'Amérique, le Nicaragua occupe la 2e place en termes de pauvreté, après Haïti. Alors, le canal pourrait bien changer les choses. Surtout s'il double le PIB comme annoncé. Ce dernier resterait peu élevé par rapport à d'autres pays, mais ce serait quand même nettement mieux. Cependant, malgré ses avantages, le projet suscite débats et controverses. Certaines personnes s'opposent fermement à la construction. Il y a des gens, par exemple, qui craignent que le canal ne les prive de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. De plus, une loi a été adoptée qui donne au projet le droit de saisir des terres et des voies d'eau n'importe où au Nicaragua. Selon le plan, le déplacement de 120 000 personnes est prévu. N'importe qui s'inquiéterait dans ces conditions. Des milliers de fermiers ont protesté contre la confiscation de terres visant à ouvrir la voie à ce projet soutenu par le gouvernement. En 2019, un juge a condamné 3 fermiers frondeurs à 216, 210 et 159 ans de prison. Ils ont été accusés d'avoir fomenté un coup d'État manqué contre le gouvernement. En fait, la colère suscitée par le projet a alimenté le mécontentement de la population à l'égard du gouvernement d'Ortega, ce qui a donné lieu à des manifestations de masse en 2018. Et il ne s'agit pas que des fermiers et du coût porté à l'agriculture. La création du canal entraînera l'épuisement des réserves d'eau douce les plus importantes du pays et la destruction de zones protégées. Or, 22 espèces menacées y vivent. Entre autres, le jaguar en pâtira. Sa population, comme celle d'autres mammifères, sera divisée en 2 par le canal. Les biologistes affirment que la fragmentation nuit à la biodiversité. Chaque fois qu'on fragmente ou qu'on isole une population, on la réduit et on interrompt la transmission des gènes. Des tribus indigènes habitent également la région. Selon le Centre d'études indigènes, 10 000 indigènes nicaraguayens ont été tués alors qu'ils tentaient de défendre leurs terres et leur mode de vie. C'est terrible, dans ce contexte, l'approbation par le gouvernement du projet de méga-canal en 2013 n'a surpris personne. En effet, 52% du projet devra traverser les territoires des peuples indigènes, notamment les terres des communautés Miskito, Rama et Rama Kriol. Compte tenu de l'historique des relations entre les tribus et le gouvernement, ça ne fera qu'aggraver la situation. Les détracteurs du projet affirment qu'il entraînera le déplacement des communautés indigènes et qu'il aura un impact sur les zones humides et les forêts qui sont vitales pour leur survie. Voici le lac Nicaragua, le plus grand d'Amérique centrale. Il sert de source d'eau pour tous les Nicaraguayens, mais surtout de source de nourriture pour les communautés indigènes qui vivent sur ses rives. Seulement voilà, puisque le lac est trop peu profond pour que les pétroliers puissent y passer, il faudra le draguer, ce qui détruira le fond du lac, polluera l'eau et nuira aux espèces qui y vivent. En outre, l'ouverture du lac aux océans Atlantique et Pacifique entraînera un afflux d'espèces invasives. Ça menacera la survie des poissons locaux et ça pourrait avoir des effets dévastateurs sur l'écosystème. Après ça, il se peut que le lac ne se rétablisse jamais. Par ailleurs, les experts s'inquiètent de la rapidité avec laquelle les recherches menées sur les conséquences ont été effectuées. Je veux dire, il y a eu des recherches, mais elles n'ont duré qu'1 an et demi, alors que l'étude de projets plus modestes prend beaucoup plus de temps. Pour vous donner une idée, le projet de canal traversant le Panama envisagé dans les années 1970 a nécessité 10 ans pour déterminer sa faisabilité, avant d'être annulé. Un autre exemple est le barrage des Trois Gorges en Chine, plus modeste que le canal du Nicaragua. Le barrage a été construit, mais là aussi l'étude environnementale a été bâclée. Aujourd'hui, les experts affirment que le projet est l'exemple parfait de coûts écologiques imprévus. Le barrage souffre de tous les maux, glissement de terrain et pollution de l'eau et même augmentation de l'activité sismique.
Tout ça aurait pu être évité si des recherches approfondies avaient été effectuées avant la construction. Malheureusement, personne ne l'a fait. Les experts ne cessent de répéter qu'avant de construire le canal du Nicaragua, il faudra tenir compte de son impact régional et pas seulement local. Ils se disent très préoccupés par le manque de données sur la qualité de l'eau et le débit du canal qui passera par le lac Nicaragua. Il ne faut pas l'oublier, il s'agit d'une source d'eau douce. Mais on va finir par parler de la Chine. Oui, et pour ça, on va se pencher sur le canal de Panama. Chaque année, 14 000 navires l'empruntent pour éviter un long et coûteux voyage contournant l'Amérique du Sud. Le canal de Panama réduit le temps nécessaire pour expédier des marchandises de Shenzhen en Chine vers la côte est des États-Unis ou entre San Francisco et New York de plusieurs semaines. Bien que les États-Unis restent le principal utilisateur du canal, la Chine participe activement au projet d'infrastructure autour de la voie navigable. Et ces dernières années, son influence s'est accrue. Ça s'est produit après que le Panama a rejoint l'initiative Route et Ceinture en 2017. Dans ce cadre, Pékin investit dans des infrastructures partout dans le monde, y compris autour du canal. Toutefois, le Panama s'est récemment retiré du partenariat sous la pression des États-Unis. Mais le mécontentement des États-Unis portait surtout sur le contrôle des ports par la Chine, ce qui précède l'initiative Route et Ceinture. De quoi s'agit-il ? Je vous explique. Il existe 5 ports à conteneurs autour du canal de Panama et tous appartiennent à des sociétés étrangères. Les 3 ports principaux, Colón, Rodman et Manzanillo, sont gérés par des entreprises de Singapour, de Taïwan et des États-Unis. Toutefois, les États-Unis sont préoccupés par 2 autres ports, ceux de Cristobal et de Balboa. Ils sont situés aux 2 extrémités du canal et ils sont exploités depuis 1997 par une filiale de la société CK Hutchison Holdings de Hong Kong. Oui, cette entreprise est une société privée basée en dehors de la Chine continentale. Mais les experts estiment que la loi sur la sécurité nationale adoptée par la Chine en 2020 pourrait lui permettre d'influencer ces entreprises, en cas de conflit entre pays bien sûr. C'est de là qu'est née l'idée qu'en cas de conflit mondial, la Chine pourrait utiliser ses ports stratégiques pour restreindre l'accès des navires de guerre et des navires commerciaux américains. Pendant ce temps, alors que les États-Unis se concentraient sur Balboa et Cristobal, les entreprises chinoises participaient à des projets à d'autres endroits et un grand projet de pont a attiré mon attention. Regardez, actuellement, 3 ponts traversent le canal de Panama, le pont de l'Atlantique, le pont du Centenaire et le pont des Amériques. Et au nord de ce dernier, une société chinoise construit un nouveau pont reliant la ville de Panama à l'ouest du pays. Des images satellites de l'année dernière montrent que la construction s'est accélérée. Voici des images de janvier 2025 et de mars 2024. L'accord, qui selon l'agence Reuters s'élève à 1,35 milliard d'euros, suscite l'inquiétude des autorités américaines. Oui, en raison de l'implication d'entreprises chinoises. Le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré que le pont partiellement achevé donne à la Chine la possibilité de bloquer le canal sans prévenir, mais il n'a pas expliqué comment, selon lui, ça pourrait se produire. En réponse à ces accusations, les responsables chinois nient avoir un quelconque intérêt à violer la souveraineté du Panama ou à agir contre Washington. Quoi qu'il en soit, selon le ministère des Travaux publics du Panama, le pont permettra de faciliter la circulation quotidienne de plus de 70 000 véhicules, ce qui profitera à 1,7 million de personnes. À ce jour, à notre connaissance, le projet n'en est qu'à 17 ou 18% d'achèvement. La cause est bien sûr bonne, mais pourquoi la Chine investit là-dedans ? D'abord, il faut évoquer l'initiative chinoise Route et Ceinture, souvent appelée Nouvelle Route de la Soie. Le projet visait initialement à relier l'Asie de l'Est et l'Europe, mais au cours des 10 dernières années, il s'est étendu à l'Afrique, à l'Océanie et à l'Amérique latine. À ce jour, 147 pays, représentant les 2/3 de la population mondiale et 40% du PIB, ont adhéré au projet ou ont manifesté leur intérêt. Bien entendu, tout ça ne fait qu'étendre l'influence économique de la Chine. De plus, l'initiative Route et Ceinture offre un marché alternatif aux grandes entreprises publiques chinoises au-delà des frontières du pays. Pas étonnant que la Chine s'efforce depuis des années d'établir des relations et d'exercer une influence au Panama. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan ambitieux visant à renforcer sa présence en Amérique latine. La Chine
connaît un certain succès dans ce domaine. Parmi les principaux projets chinois figure le terminal de croisière d'Amador, construit par China Harbour Engineering sur la rive pacifique du canal. Il faut aussi mentionner l'expansion du métro de Panama, géré par la China Railway Tunnel Group. Ces projets reflètent l'intérêt de la Chine pour le canal, mais les autorités panaméennes en ont reporté plusieurs, également menés par la Chine. Eddie Tapiero, un économiste panaméen, a déclaré que selon lui, 50% des projets lancés après l'adhésion du Panama à l'initiative Route et Ceinture ont été annulés ou mis en attente. En 2022, par exemple, un projet de création d'un nouveau port sur l'île de Margarita, du côté caribéen du canal, a été annulé. Un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse traversant le pays, de Panama à David dans l'ouest, a été mis en suspens après le changement de gouvernement. Même la construction d'une nouvelle ambassade chinoise sur les îles Causeway, situées aux portes du canal, a été annulée en 2018. Au fait, les experts estiment que l'influence de la Chine a grandi pour combler le vide laissé par les États-Unis. Les entreprises américaines sont peu compétitives dans les procédures d'appel d'offres par rapport aux entreprises chinoises qui sont souvent prêtes à financer les projets en échange de contrats. Et c'est pas seulement l'avis des experts. Les statistiques sur les investissements étrangers directs, les sommes investies par un pays dans un autre, sont parlantes. En 2023, la Chine a investi 1,33 milliard d'euros au Panama, 4 fois plus que depuis le lancement de l'initiative Route et Ceinture en 2017. En revanche, les investissements américains, bien que globalement plus élevés, ont diminué au cours de la même période. Selon la Société de gestion du canal de Panama, d'octobre 2023 à septembre 2024, 21% des marchandises y transitant étaient à destination ou en provenance de Chine. Cependant, les États-Unis restent le premier investisseur du Panama et le premier utilisateur du canal. Difficile de les rattraper, l'écart est trop important. Par exemple, l'année dernière, 3,5 fois plus de marchandises ont transité par le canal à destination et en provenance des États-Unis par rapport à la Chine. Et le Nicaragua. La Chine est très intéressée par la construction d'un canal à travers le pays et elle a l'argent, la volonté d'investir et l'expérience des méga-projets. Cependant, 10 ans après le lancement du projet controversé, le Nicaragua a annulé la concession accordée à l'homme d'affaires chinois. L'accord a été résilié. Ça s'est passé en mai 2024. De plus, malgré le premier coup de pioche symbolique de 2014, aucun travail réel n'a été effectué sur le site du futur canal. Enfin, à un moment donné, des équipes ont travaillé à la construction de routes d'accès, mais elles n'ont pas commencé à construire le canal lui-même. La nouvelle du jour est que j'ai nettoyé mon canapé qui était tout pelucheux. Toujours plus de présence chinoise. L'influence chinoise peut-elle grandir encore? Comme je l'ai dit, la présence de la Chine dans le monde s'accroît et s'accroît rapidement. En quelques dizaines d'années, la Chine est passée du statut d'acteur mineur à celui de force dominante en Amérique latine, à tel point qu'elle concurrence les États-Unis et l'Union européenne. Les prévisions indiquent que d'ici 2035, la Chine pourrait même dépasser les États-Unis et devenir le principal partenaire commercial de l'Amérique latine. Elle est déjà le premier partenaire de l'Amérique du Sud depuis un bout de temps. Pour ceux qui l'ignorent, je précise, cette région revêt une importance stratégique en raison de l'abondance de ses ressources et de ses matières premières essentielles telles que le lithium et le cuivre. Compte tenu des efforts de réduction des émissions, le lithium et le cuivre sont très appréciés en ce moment. De plus, tout en maintenant des liens économiques avec l'Amérique latine et les Caraïbes, la Chine renforce ses relations diplomatiques avec la région par le biais de diverses actions. Vous vous souvenez de l'initiative Route et Ceinture? Eh bien, un autre exemple récent d'investissement stratégique chinois dans la région est le port de Chancay au Pérou. Il a été construit par COSCO Shipping Ports Chancay Peru SA, une société créée par le géant chinois du transport maritime et de la logistique COSCO Shipping Ports. La première phase a été achevée fin 2024. Le port a été inauguré le 14 novembre 2024 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le dirigeant chinois Xi Jinping et la présidente péruvienne Dina Boluarte. Naturellement, on a beaucoup parlé de la double fonction du port et du fait que la Chine pourrait l'utiliser pour ses propres intérêts en cas de conflit. Mais passons sur ce point.
Les experts disent que dans un premier temps, le port sera en mesure de traiter 1 million de conteneurs par an, puis, si j'ai bien compris, il sera agrandi. Ça pourrait constituer un tournant dans la logistique latino-américaine, car ça réorienterait le commerce entre l'Amérique latine et l'Asie en contournant l'Atlantique et le canal de Panama. Achat de l'île. L'initiative chinoise Route et Ceinture change le visage de l'Amérique centrale, et notamment du Salvador, où plusieurs projets sont en cours. Par exemple, la Chine aide le Salvador à construire une nouvelle bibliothèque nationale, et certaines sources affirment que ça se fait dans le plus grand secret. Cependant, il est difficile de cacher la construction d'un nouveau bâtiment en plein centre historique. Mais en réalité, la bibliothèque n'est qu'un détail. Récemment, la Chine a manifesté son intérêt pour l'achat d'une île entière au large du Salvador. Une entreprise chinoise proposait d'y construire un port en eau profonde et une zone industrielle. Puis, il y a 2 ans, le projet a suscité la colère des États-Unis et il a dû être suspendu. Mais récemment, il est apparu que le projet allait de l'avant. Apparemment, la Chine est revenue à la charge. Les experts militaires américains estiment que le port procurera à la Chine une base stratégique solide dans ce qui est depuis longtemps une zone d'influence américaine. Bien sûr, la situation inquiète les États-Unis, qui voient dans ces ports la possibilité pour la Chine de stationner sa flotte. Officiels et journalistes considèrent l'achat de l'île, qui est toujours en cours, et la construction du port comme une illustration de la manière dont la Chine fait sentir sa puissance et son influence en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais c'est pas seulement les conséquences militaires qui inquiètent. Selon les officiels américains, la Chine se rapproche de son objectif de domination économique en Amérique centrale et du Sud au cours des 10 ans à venir, ce qui inquiète tout le monde. Enfin, tout le monde sauf la Chine, j'imagine. Le pouvoir de l'éolien. Le 25 février 2025, des représentants du ministère de l'Énergie et des Mines du Nicaragua et de l'entreprise publique China Communications Construction ont signé un document historique, un accord de facilité de crédit pour le projet éolien El Barro. Le projet El Barro, d'une capacité de 55 MW, sera réalisé dans la région d'Esteli, au nord du pays, et selon les autorités, il s'agit d'une initiative très importante car elle permettra de franchir une nouvelle étape dans la production d'électricité. D'ailleurs, l'endroit a été choisi pour une bonne raison. La région est située à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et elle est très vantée. Depuis son retour au pouvoir il y a 18 ans, le gouvernement a soutenu le développement de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Le Nicaragua est l'un des pays d'Amérique centrale qui ont le plus investi dans ce domaine. Or, les données officielles montrent qu'en 2007, le taux de couverture électrique au Nicaragua n'était que de 54%, le plus bas de la région. Toutefois, grâce à ces efforts, le pays a dépassé le Costa Rica et il occupe désormais la première place avec un taux de 99,5%. Il ne reste plus qu'à augmenter la production d'électricité à partir de sources renouvelables et tout ira pour le mieux. C'est à ça que doit servir le projet El Barro. Alors, souhaitons-lui bonne chance. Vous me devez un like. À plus.